Le Népal n'est plus le paradis des randonneurs et des touristes en mal de grands espaces. Le royaume est le théâtre d'une guerre civile ignorée, mais pourtant sans merci. Au pays natal de Bouddha, aujourd'hui on égorge. Le roi Gyanendra, héritier de la dynastie des Shahs, affronte des rebelles maoïstes fanatiques. 15 000 combattants qui n'ont qu'un seul objectif, renverser la monarchie. Si le roi n'accepte pas nos conditions, il faut qu'il parte. 23 millions de Népalais sont pris en otage entre l'armée et les rebelles. Les maoïstes nous disent de ne pas aider ces chiens du gouvernement. Au milieu de la tourmente et malgré les menaces, un Français, Jean-Louis Chabassu, tente d'aider la population népalaise. Ils sont en train de gêner le gouvernement par tous les moyens. Et gêner les villageois par tous les moyens. Il accepte de me guider au pied de l'Himalaya, en plein cœur du conflit. Katmandou, un nom mythique qui fait toujours rêver. Une destination initiatique pour des milliers de jeunes et pour des alpinistes en quête d'exploits. Aujourd'hui, la capitale du Népal est désertée par les touristes. La ville est sous haute surveillance. L'armée patrouille 24 heures sur 24 pour tenter de déjouer les attentats maoïstes. Jean-Louis a débarqué au Népal il y a 15 ans. À l'époque, il était photographe professionnel. Face au dénuement de la population, il a décidé d'aider les plus pauvres. À présent, il parle népalais et il connaît tout le monde, même les sadhus, les gardiens mendiants des temples hindouistes. Jean-Louis a ouvert une agence de randonnée. Avec les bénéfices, il a bâti un dispensaire et une école dans la montagne. Ce matin, nous l'accompagnons à son dispensaire. La route est longue, 7 heures, et le trajet dangereux. Les maoïstes sont partout dans le pays, mais ces malades ont besoin de lui. On a augmenté énormément le nombre de patients parce que tous les dispensaires de la région ont complètement disparu. Soit ils ont été plastiqués, soit ils ont été fermés par manque de moyens. Pas de contrôle de l'armée, pas de barrage maoïste. Les premières heures se passent sans encombre. Nous en sommes. Ben là, on est à mi-chemin du dispensaire. Il n'y a que du goudron. Là, nous, maintenant, on prend des chemins de terre. Au bout d'une heure de route, 1 heure et demie de route, on se retrouvera en zone de non-droit. On se retrouvera dans une zone qui est ni maoïste totalement, ni gouvernementale. Une zone de non-droit où les maoïstes peuvent attaquer à n'importe quel moment. Les maoïstes tiennent la moitié du pays grâce à ces actions spontanées. Voilà, ils tiennent la moitié du pays par des petites actions de commando qui se font dans un sens dans le nôtre, qui sont toujours un petit peu sanglantes souvent, surtout quand ils cherchent quelqu'un qui soit à moucharder, ils n'hésitent pas, ils l'attrapent n'importe où, ils lui coupent la gorge dessus. Les gorges, hein. Souvent. Ils n'ont pas tellement de munitions, donc c'est plutôt les gorges. Dans les villages, la misère est partout. Au Népal, plus de 50% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. L'espérance de vie ne dépasse pas 58 ans. Un terreau favorable pour les maoïstes qui recrutent jusque dans les hameaux les plus reculés. Et dans des villages comme celui-ci, il peut y avoir des Maos par exemple, on ne sait pas. Ah, il y en a automatiquement. Il y en a automatiquement qui sont là-haut, qui sont là derrière, qui viennent le soir, qui repartent. Des rebelles qui agissent par petits groupes très mobiles. Difficile pour l'armée de combattre un ennemi aussi insaisissable. Est-ce qu'il arrive que l'armée puisse arriver à l'improviste? Oui, mais ils sont là, l'armée, ils sont à 1 heure, même pas. Après. Oui. Après. Et les patrouilles le long de la route? Oui, là on risque de voir des patrouilles là, et puis là-bas ils ont un poste très important. Arrivé à ce poste, tout le monde descend. Les bus sont systématiquement arrêtés et les passagers fouillés. Gare à ceux qui essaient de sortir du rang. Ici, tout le monde s'exécute. Chacun peut être suspecté d'être maoïste et les arrestations arbitraires ne manquent pas. Les maoïstes cachent des explosifs dans les coffres des véhicules à l'insu des conducteurs et des contrôleurs d'autobus.
Ils essaient de tromper notre vigilance. Parfois, ils viennent sans armes, et c'est quand par hasard on trouve des documents dans leur sac qu'on les démasque. On peut alors les arrêter. Cette fois, pas de suspect. Nous pouvons reprendre notre route jusqu'au dispensaire. Encore 2 heures, si tout va bien. Un barrage de la guérilla maoïste est toujours à craindre. Dans le bus, les passagers sont silencieux. Terminus de la ligne, Gialtoum. C'est ici que Jean-Louis a construit son dispensaire il y a une dizaine d'années. Voilà, on est arrivé au village. Ici, Jean-Louis est un homme respecté. Tout le monde le connaît, on l'appelle Tchatcha. Mon oncle en népalais. Et quand il vient dans son village, Tchatcha ne manque jamais de saluer cette jeune femme. Long time I don't see. How are you? You are here now? नेपाली बोल्छु दाजु Ah, नेपाली bon. Voilà, alors la dame qu'on vient de filmer est une infirmière d'un dispensaire qui était à 1 heure de chez nous et qui a été fermé par les maoïstes. Donc elle est là, elle vend des médicaments. Alors que c'est une excellente infirmière et excellente gynéco. Est-ce que tu crois qu'elle nous parlerait? Non. La peur? Rien que là, elle vient de me dire, on se reverra pour parler. Le dispensaire est à l'écart du village. En dépit du calme apparent, les rebelles ne sont pas loin. Les traces de leur présence sont partout. C'est la route qui se termine là au bout, en attendant qu'une autre soit construite. Mais les travaux sont arrêtés depuis à peu près 1 an au moins. Ils rançonnent donc les entreprises, et donc les entreprises s'arrêtent petit à petit. Un racket systématique. Les pelles mécaniques ont été brûlées. L'entreprise avait refusé de payer l'impôt révolutionnaire. Quand il y a eu le blocus, ils avaient mis des affiches comme ça partout disant « il ne faut pas bouger, restez chez vous ». Les gens obéissent. Et obligé, c'est obligé. Si vous en tuez 1 ou 2 sur le chemin, c'est fini, il n'y a plus personne qui bouge. Hein. En fin de journée, Jean-Louis arrive à son dispensaire. Namaste Dirga. Arame. How are you? Happy to see you. Voilà notre royaume. Donc j'ai une chambre à Katmandou, un grand royaume ici. Donc aujourd'hui, ils ont soigné 70 personnes. Chaque année, plus de 20 000 malades viennent se faire soigner ici. Nous avons beaucoup de problèmes pulmonaires. Et puis on a beaucoup de brûlures aussi. Brûlures, c'est suivant les saisons. Ça, c'est maintenant que ça va commencer. Parce que les gens restent assis autour d'un réchaud qui est gonflé avec pression et qui explose de temps en temps. Et donc on a les gosses surtout qui sont en premier plan, qui sont brûlés. En plus de son dispensaire, Jean-Louis a ouvert une école primaire. 3 classes qui accueillent 220 enfants de 5 à 9 ans. Namasté. C'est l'association de Jean-Louis qui finance cette école, gratuite pour tous les élèves. Side, hein? Finalement, vous appliquez le programme maoïste? Je ne sais pas si c'est être maoïste, mais l'école gratuite, l'hôpital gratuit. Mais nous, on a commencé il y a bien longtemps, on a commencé il y a 12 ans, alors qu'eux ont commencé il n'y a que 6 ans. Donc on a peut-être été maoïstes avant eux. Les enfants sont parfois témoins de la guerre qui se déroule autour d'eux. Près de l'école, là, ils ont abattu un garçon, 18-20 ans à peu près, qui est considéré comme voleur ou quelque chose comme ça. Et ils nous ont obligés à laisser le corps devant l'école pendant 3 jours. Et toute la population a dû défiler devant. Les écoliers aussi? Les écoliers aussi. Mais où sont donc ces rebelles maoïstes? Pour parvenir jusqu'à eux, je vais changer de guide. J'ai rendez-vous le lendemain avec Matrika, un journaliste népalais arrêté plusieurs fois par la police. Les autorités le soupçonnent d'être proche des révolutionnaires. Matrika a accepté de me conduire dans son village, perdu dans la montagne, en pleine zone rebelle. Direction plein est. En chemin, des carcasses de voitures calcinées.
Lorsque la guérilla décide le blocus de la capitale, personne n'a le droit de rouler. Le mois dernier, les maoïstes ont décrété 2 jours de grève, mais certains ont quand même voulu circuler. Les Maos leur ont demandé de descendre de cet autobus et ils l'ont brûlé. À Charicot, l'atmosphère devient tendue. J'aperçois une colonne d'hommes en armes, bizarrement vêtus, visiblement fatigués d'avoir marché longtemps dans les collines qui entourent la ville. Pourquoi ces hommes sont-ils en civil? Lorsque les militaires sont en patrouille, ils évitent désormais de porter la tenue de combat. Ils opèrent en civil, habillés comme des Mao. Et lorsqu'ils rentrent dans les villages, ils demandent aux habitants « Où sont nos amis? Nous sommes maoïstes, nous venons de tel endroit. Et notre commandant nous a ordonné de rencontrer nos camarades. » Au sommet d'un col, l'armée a installé un barrage où elle contrôle tous les voyageurs. Dans ce poste, les soldats sont même retranchés derrière des sacs de sable. J'essaie de me faire passer pour un touriste, mais je n'y échappe pas. Je dois sortir mon passeport. Écrivez votre nom. Je m'exécute. Dans ce fortin, les militaires sont nerveux et la caméra est indésirable. Et toi, pas d'image. Maintenant, nous sommes à Djiri. Après Djiri, nous devrons marcher. Mais c'est la dernière base de l'armée. Oui, c'est le dernier poste de l'armée royale du Népal. Après, il n'en a plus et commence la zone maoïste. 6 heures du matin. Le soleil se lève sur le toit du monde tout proche de nous. Djiri est le point de départ des randonnées pour l'Himalaya. Avec nos porteurs et notre guide, personne ne prête attention à nous. Qui pourrait se douter que le but de notre expédition n'est pas d'approcher les neiges éternelles, mais la guérilla. Pour y arriver, un seul moyen, le tracteur et sa remorque. La bonne moyenne, on peut gagner presque une journée grâce au tracteur. La piste s'arrête plus loin et aucun véhicule ne passe, mais là, grâce au tracteur, on peut avancer au moins à 4 km/h, donc plus vite que dans ma pied, surtout qu'on est très chargé. Nous allons traverser la rivière Kimti et après nous marcherons à travers la forêt. Les ponts comme les routes sont rares. Les Népalais se déplacent à pied. C'est un handicap pour l'armée, mais un avantage pour les rebelles en perpétuel mouvement et capables de marcher 10 heures par jour en portant 50 kilos. À partir d'ici, toute autorité a disparu. La région est sous la coupe des groupes armés. Cette inscription est un slogan maoïste. On peut lire que pour rendre plus forte la République du Népal, le marxisme, le léninisme et le maoïsme doivent avoir une longue vie. Mon allure est trop lente. Matrika veut arriver chez lui avant la nuit. Nous décidons de continuer à cheval. Au Népal, ils sont rares, leur valeur est inestimable. Un paysan accepte de me louer le sien, mais pas question pour lui de se séparer de sa monture. Il nous accompagne et il tient lui-même la bride pour guider son cheval dans les rochers. Enfin, nous touchons au but. Là, tu vois la maison avec le drapeau rouge. Et disons que le fils à le patron, lui, il travaille dans le militaire pour le gouvernement. C'est pour ça que maintenant les maoïstes, ils ont capturé cette maison et ils ont dit à la famille de quitter ce village. Nous pénétrons avec précaution dans le hameau. À première vue, personne. Les maoïstes inspirent une telle crainte qu'il leur suffit de planter un drapeau rouge sur un toit pour que les habitants obéissent au doigt et à l'œil. Les rebelles ne sont pas loin, mais Matrika, lui, n'a pas peur. Il est ici chez lui. Namaste. 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 Notre arrivée n'est pas passée inaperçue. Je suis persuadé que les rebelles sont déjà informés qu'un étranger est arrivé au village.
À la nuit tombée, Matrika réapparaît. Il n'est pas seul, il revient avec le commissaire politique du secteur, un des chefs maoïstes les plus importants de la région. Il s'appelle Budi Podel. Comme beaucoup de cadres du mouvement, il était auparavant instituteur et communiste, avant de rejoindre le maquis. Sa tête est mise à prix, mais il sait que dans ce village, il est en sécurité. Qu'est-ce que vous voulez imposer avec le maoïsme au Népal? Notre but est d'arriver au communisme, mais nous savons que ce n'est pas possible dans l'immédiat au Népal. C'est pourquoi nous voulons que le pays soit d'abord gouverné, non pas selon des lois édictées par le roi, mais par une constitution écrite par le peuple. Les maoïstes traitaient le roi de chien. Est-ce que lui aussi, dans les réunions, à la population, il parle de la même manière? Oui, car le roi Gyanendra affiche lui aussi ce type d'attitude. Dans les villages, beaucoup de gens n'ont rien à manger, tandis que les revenus du roi augmentent de plus en plus. Ce roi est un ancien industriel. C'est aussi un trafiquant, sans compter qu'il a reçu l'héritage de son frère défunt. Mais ça ne lui suffit pas, il en veut toujours plus. Qui dit la justice? C'est lui qui dit la justice. Nous jugeons les gens dans les tribunaux populaires. Est-ce que le tribunal populaire a déjà prononcé la peine de mort contre des collaborateurs du gouvernement? Bien sûr. Mais nous tuons seulement ceux qui sont contre notre guerre. Par exemple, si quelqu'un alerte l'armée de la présence des maoïstes, si quelqu'un nous espionne, on l'exécute. Comment procédez-vous? Comment on les exécute? Nous avons eu un cas très récent, pas loin d'ici. Mes amis maoïstes avaient arrêté un espion, ils lui ont tranché la gorge avec un poignard. Lorsqu'il s'agit d'espions, il n'y a pas de pitié. L'entretien est terminé. Budi Podel repart se cacher. Interdiction de le suivre. Le chef rebelle est prudent. Il sait que la nuit, l'armée patrouille dans les montagnes. Ce soir, le sous-lieutenant Bantawa est en mission. Avec sa section, il traque les groupes armés. Dans les villages, la population assiste effrayée à ces incursions nocturnes. Ce soir, les rebelles ne sont pas au rendez-vous. La patrouille prend le chemin du retour. Livrer bataille contre un autre pays est très facile. Mais lorsqu'on se bat contre des terroristes, c'est très dur de trouver la bonne tactique. Nous menons une guerre difficile. Une guerre difficile, comme le montrent ces images tournées par l'armée népalaise. Plus de 10 000 morts en 9 ans, une guerre sans pitié ni témoin sur les contreforts de l'Himalaya. Les soldats déterrent les corps de leurs ennemis pour les exhiber comme des trophées. Malgré les risques, les maoïstes n'hésitent pas à organiser de grands rassemblements, comme le montrent ces images filmées par Matrika, le journaliste népalais, en septembre dernier. 3500 rebelles se sont réunis dans le district d'Acham. Sur ce document exceptionnel, les rebelles apparaissent au grand jour et à visage découvert. Au XXIe siècle, il y a toujours l'impérialisme américain, qui en tant que puissance mondiale détruit les êtres humains. Mais la population du monde entier, en regardant vers le Népal, en regardant vers nos montagnes, sont en train de se dire qu'un monde heureux est en passe de naître grâce à notre présence, sous la direction victorieuse du parti maoïste et du commandement suprême de l'armée du peuple. Ce jour-là, ils ont organisé une démonstration de force. Les maoïstes ont divisé le pays en 3 régions militaires et ils sont capables d'aligner 15 000 hommes en armes sur le terrain. Les femmes participent au combat. Ce sont elles, dit-on, les plus farouches. Soudain, un hélicoptère de l'armée vient jouer les troubles faits. Dans la vallée voisine, un groupe de combattants regarde le spectacle offert par la section de propagande. Les femmes sont chargées de chanter la gloire de la Révolution en marche.
fois, j'ai suivi les maoïstes. Un de mes grands frères est tombé en martyr et j'ai pensé que je pouvais venger son sang en adhérant au parti. J'ai été intégrée dans la brigade culturelle, j'ai 19 ans. Sita n'est pas la plus jeune. Les enfants soldats sont nombreux dans les groupes armés. 30% ont moins de 18 ans. Le parti a annoncé qu'il comptait lever une brigade de 50 000 adolescents. Retour à Katmandou. Je me rends dans un orphelinat où sont recueillis quelques-uns de ces ex-enfants soldats qui ont réussi à échapper à l'emprise des maoïstes. Aujourd'hui, les bénévoles de l'association Chandrodaya essaient de leur donner un peu de chaleur. Sur les murs, des photographies d'enfants disparus. Les éducateurs en reçoivent des dizaines. Chez les rebelles, les petits kidnappés ont subi un véritable lavage de cerveau. C'est qui tous ces enfants? Des enfants qui ont eu des problèmes avec les maoïstes. Seulement avec les maoïstes? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Les maoïstes m'ont emmenée de force. Je ne voulais pas les suivre, mais ils m'ont traînée par les bras. Mes parents pleuraient. Les Mao m'ont obligée à marcher très longtemps dans la forêt. Il l'a emmené avec eux dans la forêt. Ils m'ont obligée à transporter une grosse boule, très très grosse. C'était une bombe. C'était très lourd, j'avais beaucoup de mal à la porter. En fait, il portait des munitions. Ouais, il portait ça toute la montagne. Il a très fait, lourd. Ouais, très lourd. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé, eux, ils ont fait une sieste. Et dans la nuit, on est descendu jusqu'à un village. Ils ont frappé à la porte d'une échoppe, le commerçant est sorti, et ils l'ont braqué avec un fusil en lui mettant une main sur la bouche. Ils lui ont volé son argent et ils l'ont tué. Ils l'ont tué devant lui? Oui, j'ai beaucoup crié. Ils m'ont mis à moi aussi la main devant la bouche, comme avec le commerçant lorsqu'ils lui ont tranché la gorge. « 17h, l'heure du repas du soir. Au milieu de ses nouveaux amis, Krishna a l'impression d'appartenir à une famille. À l'orphelinat, il mange à sa faim. Restent ses cauchemars qui le hantent chaque nuit. Aujourd'hui, c'est Tika. Une fête sacrée que tout le monde respecte au Népal. Jean-Louis est revenu spécialement à Katmandou pour bénir ses employés. La Tika, c'est le jour le plus important au Népal, où les parents donnent la bénédiction aux plus jeunes. Et à cette occasion, donc, on fait un vœu pour que dans l'année, de l'argent arrive. Hein. Un peu plus loin, et malgré la menace maoïste, des milliers de personnes attendent devant les grilles du palais. En ce grand jour, tous ceux qui le désirent peuvent approcher le roi. La cour d'honneur est ouverte exceptionnellement au public. Beaucoup sont venus de très loin pour demander la bénédiction de Sa Majesté Gyanendra. Vous attendez depuis longtemps? Depuis 2 heures. Seulement 2 heures? Oui, d'autres attendent depuis 4 heures. Le roi Gyanendra apparaît enfin devant ses sujets. Le protocole est très strict, même les rayons du soleil ne doivent pas incommoder Sa Majesté. À ses côtés, les 2 piliers du régime, le ministre de l'Intérieur et le chef d'état-major de l'armée. Militaires et policiers sont les premiers à se présenter devant leur souverain, que les plus dévots considèrent comme une divinité. Derrière suivent les plus humbles, les paralytiques, qui espèrent remarcher un jour grâce à l'onction royale. Arrivent ensuite les sadhus mendiants. Je suis moi-même invité à m'incliner devant celui que les maoïstes veulent abattre. Where are you from? From France, from Paris. Ce qui me dit. Dans une salle à part, c'est la reine qui donne la bénédiction aux femmes.
Pensez-vous que tous les Népalais aiment le roi? Oui, bien sûr, chacun d'eux aime le roi. J'ai pourtant lu dans les journaux qu'il y a des problèmes dans le pays. Ça, c'est autre chose, c'est différent. C'est un problème politique. Vous savez, le Népal a été bâti par les rois. C'est pourquoi nous les aimons. Tout le monde ici aime la monarchie. Vous voulez la monarchie? Oui. Vous voulez pas en changer? Non, non, jamais. Jamais. On adore notre roi. Un soutien sans faille des partisans du roi qui s'inclinent devant l'oriflamme pourpre de la dynastie des Shahs. À l'inverse des rebelles maoïstes qui rêvent d'abattre la monarchie en pénétrant un jour, armes à la main, dans le palais interdit.